Dans cet épisode, je vais te dire comment flinguer ta plus belle histoire d'amour. Alors oui, je ne peux pas vous dicter un code de conduite dans un couple, chaque couple va être différent, et c'est important de garder sa personnalité dans le couple, de respecter les différences. Par contre, je peux vous dire quels sont les comportements à éviter si vous voulez que votre couple dure dans le temps. Parce que je suis comme vous, je tombe sur les mêmes contenus YouTube et je vois tous ces conseils de séduction, de comment avoir un homme, comment se faire désirer, il était drôle celui-là, le Black Cat Energy, comment devenir un chat noir pour se faire chasser et tout ça. Ça va être dur de pas juger. Mais soit, en fait, toutes ces techniques qu'on vous vend pour séduire, pour attirer votre homme ou votre femme, pour se faire désirer, pour se faire chasser, pour se faire valoriser, traiter à sa juste valeur, ça marche. Ça marche au début. Par contre, ça va pas plus loin. Le plus important, c'est pas d'avoir la personne, en fait, c'est de savoir la garder. Et pour savoir maintenir son couple, je vais vous donner 15 comportements à éviter absolument, si vous voulez que votre couple tienne la durée. Et des fois, on rentre dans un couple, tout est bien, tout se passe bien, tout est beau, tout est parfait, et on fait pas gaffe à ces comportements-là, soit de l'autre personne, soit de nous-mêmes. On va commencer à prendre nos aises, à perpétuer ces comportements-là, et à terme, le couple, il va pas tenir. Donc, je prends mon verre de coca d'abord. Premier comportement, et ça c'est plutôt qu'un comportement, c'est une préconception du couple. C'est de penser que la relation, c'est avant tout l'autre personne. Que l'autre personne corresponde à nos critères et qu'il ou elle coche toutes les cases. Le problème avec cette pensée-là, c'est qu'on oublie qu'une relation, c'est toi plus l'autre personne. Vous pouvez être individuellement des personnes exceptionnelles, c'est ce qui arrive dans beaucoup de couples. On voit des couples qui marchent pas parce que l'une ou l'autre personne sont des mauvaises personnes. Individuellement, ce sont de très très belles personnes avec de belles qualités, c'est juste que les deux ensemble, ils font ressortir les parts les plus sombres chez l'un comme chez l'autre. Ils deviennent toxiques ensemble. C'est toi plus l'autre personne. Qu'est-ce que ça donne ? C'est ta personnalité plus celle de l'autre personne. Qu'est-ce que ça donne ensemble ? Imagine, toi, tu as un fort caractère, l'autre personne, il a un fort caractère. Quand vous allez vous disputer, ça va être la merde. Il faut toujours que les énergies soient harmonieuses, que les personnalités se complémentent entre elles, ou du moins soient coopératives. Concrètement, les standards que vous devriez rechercher, c'est pas seulement dans la personnalité de la personne ou dans ses traits physiques. Donc oui, évidemment, il faut avoir des standards et on va pas sortir avec n'importe qui à l'eau. Il faut se respecter un minimum, on est d'accord. Mais ça ne suffira pas en fait. C'est pas parce que vous avez trouvé la personne idéale, c'est bon, il match toutes mes cases. Il est gentil, attentionné, il travaille dur, il est discipliné, tout ça. Ce sont de très belles qualités. Mais maintenant, il faut se donner le temps de se connaître, de voir comment vos deux personnalités s'alchimisent dans le temps. Comment vous gérez les conflits, comment vous gérez les obstacles, comment vous gérez l'emploi du temps, les disputes. Ça, c'est la vraie vie de couple. On n'est plus dans la phase lune de miel de on se date et tout est beau, tout est rose. Concrètement, toi plus moi, qu'est-ce que ça donne ? Et pour savoir ce que ça donne, faut pas être pressé. Ok ? Le but, c'est pas, allez, c'est bon, c'est mon crush, j'ai eu la personne, c'est bon, c'est terminé. Ça commence maintenant. C'est là la vraie phase de test. C'est là où vous devez vraiment vous donner le temps de vous connaître. Tu peux rencontrer la bonne personne, the one, parce que la personne correspond à tous tes standards, parce qu'elle te traite bien, etc. Mais tous les deux ensemble, c'est une catastrophe. Donc c'est pas la bonne relation. Il faut pas chercher la bonne personne concrètement, the one. Il faut chercher the one relationship, la relation. La deuxième conception, préconception, j'aime bien dire préconception parce que souvent c'est des pensées qu'on a et on débarque avec avant d'entamer une relation, on se remet pas en question. C'est le fait de penser que la confiance est un trophée qui va être figé dans le temps. Tout le monde dit que la confiance ne se donne pas, elle se gagne. Je suis d'accord avec ça. Mais on oublie aussi que la confiance se réactualise, que le doute est humain et qu'il peut survenir. Il faut juste savoir communiquer, savoir gérer le manque de confiance. Sincèrement, si moi, il m'arrive de douter de moi, pourquoi je douterais pas de toi en fait ? Si moi, j'ai des doutes vis-à-vis de toi, je vais être honnête avec toi. Je vais savoir les communiquer. Je vais pas venir t'accuser, te crier dessus ou farfouiller dans tes affaires comme une ou un malpropre en fait. Je vais adresser les choses, je vais te dire j'ai un doute, j'ai une insécurité par rapport à ça parce que je cherche à être rassurée. La confiance, c'est pas quelque chose qu'on donne contre des preuves d'amour ou contre un engagement envers la personne aimée. La confiance, c'est quelque chose que la personne va gagner en démontrant qui elle est dans sa vraie vie quotidienne. Il faut observer la personne dans son environnement de vie quotidien, comment il ou elle se comporte. Est-ce que c'est quelqu'un qui tient ses engagements ? Est-ce que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un minimum de discipline ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions
difficile et radical. Parce que ça, ce que ça dit, c'est que c'est quelqu'un qui, quand on va se faire draguer, il peut jarter l'autre personne sans se poser 3000 questions, en fait. Il faut chercher quelqu'un de loyal, pas quelqu'un de fidèle. La fidélité, elle est basée sur les sentiments, l'amour pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain, tu m'aimes un peu moins ou tu sais plus où t'en es, tu vas aller voir ailleurs. Moi, je suis quelqu'un qui marche pas à la fidélité. Pour moi, la fidélité, c'est pour les animaux domestiques. Hein. Les chiens, les chats, les tortues. Je marche à la loyauté. La loyauté, elle est basée sur un code d'honneur. C'est basé sur le respect ou sur l'honneur, la dignité des deux personnes. Ce sont des choses qui ne se touchent pas en dépit des sentiments qui peuvent, eux, fluctuer ou des circonstances de vie qui peuvent, eux, fluctuer. L'idée de faire confiance, c'est pas d'enlever toutes les tentations. Les tentations existeront, même s'il n'y a pas de tentation, tu peux pas savoir, tu peux pas être H24 avec la personne, tu peux pas la surveiller, c'est pas ton rôle, t'es pas là pour ça. Donc, le seul moyen de faire confiance, c'est vraiment de faire confiance. D'être rassuré dans le fait que s'il y a des tentations ou si quoi que ce soit arrive, la personne saura le gérer. Et cette personne-là te donnera les preuves dans son comportement envers toi, mais aussi comment elle se comporte avec les autres personnes et dans sa vie de tous les jours. Et c'est pas parce que vous arrivez à un stade dans la relation où vous êtes secure, vous faites confiance à l'autre personne que c'est bon. La confiance, ça se réactualise. Ça se réactualise par les preuves, parce que les comportements humains aussi peuvent fluctuer. Tu peux avoir des doutes, parce qu'il peut arriver des choses où tu maîtrises pas toutes les informations, tu peux douter de toi, tu peux perdre confiance à un certain moment. Et donc ce qui se passe, c'est que l'une ou l'autre personne se braque. « Ah, tu me fais pas confiance ?» Bien sûr que non, je te fais pas confiance. Pas dans l'absolu, mais à ce moment-là, je ne peux pas te faire confiance parce qu'il manque des informations, parce que je ressens de l'insécurité. Faut pas se sentir attaqué non plus. Évidemment, si l'autre personne vous attaque pas, vous accuse pas à tort ou vous insulte pas, mais il faut pas se braquer non plus parce que c'est son droit aussi de douter. Et elle a le droit de demander des preuves de confiance. Quand je dis des preuves, c'est pas genre des preuves de flic, hein, genre montre-moi ton téléphone ou message, non. Non, il faut respecter la vie privée de l'autre, mais dans le sens où l'un comme l'autre ont le droit de douter, la confiance se réactualise et du moment que les deux personnes ont des comportements consistant, ça va. Ensuite, ça va être le fait de développer une facilité à critiquer l'autre ou pointer les défauts, ou vraiment s'adonner à une forme de négativité. C'est vraiment des problèmes insignifiants, c'est pas comme si vous aviez un gros problème où vous alliez vous asseoir à table et en parler, discuter, c'est vraiment des tout petits trucs. Pourquoi tu bois ton verre avec la main gauche pourquoi tu ris comme ça? Pourquoi tu mets ce jogging-là tout le temps? En fait, ce qui est horrible, c'est que plus on s'habitue à la personne, plus on va avoir de la facilité à la critiquer. Parce que, on la prend pour acquise, on est habitué, elle fait partie de notre vie et tout. Donc, ça va être très facile de critiquer les petites choses insignifiantes de rien du tout. Et en contrepartie, et c'est ça le plus important à noter pour vous, c'est qu'on oublie de donner des compliments à l'autre personne. On pense que les compliments, c'est juste pendant la première phase, la phase d'adoration, la phase de lune de miel de la relation pendant les débuts. Parce que, oui, forcément, on découvre la personne, elle est magnifique, elle a de très beaux traits de personnalité et tout, mais bon, maintenant, je les connais tous. Hein. Ouais, je sais qu'il est attentionné, je sais qu'il fait bien le ménage, je sais qu'elle s'habille bien, je sais qu'ils sont toujours bons et tout, pourquoi je vais lui dire? Non, en fait. Les compliments, ça coûte rien, ça renforce votre lien et c'est important, en fait. C'est pas parce que c'est des qualités que tu as déjà reconnues en elle ou en lui, pour lesquelles notamment tu l'as choisi, que tu vas arrêter de les remarquer chez elle. C'est très important. Ça fait partie des preuves d'amour, de toujours actualiser ces preuves d'amour, ces preuves d'admiration vers l'autre. Même des tout petits trucs, ça compte dans la relation. Tu es beau, tu es belle, tu sens bon. J'adore comment tu es attentionné envers les autres. J'adore comment tu prends soin des plantes. Vraiment des tout petits trucs, ça compte. Et il faut pas les laisser de côté parce qu'on s'est déjà installé dans un cocon de couple, dans un quotidien et qu'on est habitué à la présence de l'autre. Le deuxième comportement, il peut être très très dangereux sur le long terme, c'est de vouloir modeler l'expression de l'autre personne. Chacun exprime son amour envers l'autre de manière très différente. Alors au début, tout est beau, tout est rose, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations aussi, parce qu'on veut plaire à l'autre personne, mais au fur et à mesure, on redevient nous-mêmes en fait dans la relation. Et là, ça pose un problème, parce qu'on n'accepte plus, on a beaucoup moins de tolérance vis-à-vis de la façon que l'autre a de s'exprimer ou exprimer ses sentiments ou son amour envers nous. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu voir parce que la personne l'a camouflé au début ou parce qu'on n'a pas bien pu lire les signaux. Tout être humain a besoin d'affection, c'est pour ça que la personne est avec toi. Et elle exprime ses sentiments, c'est juste sa manière d'expression, tu la vois pas. Alors effectivement, ça peut ne pas te convenir et t'as le droit, donc vous pouvez discuter de ça. Mais il faut pas chercher à modeler ou remodeler l'expression de l'autre pour que ça fitte exactement nos propres besoins. Qu'est-ce que toi tu veux exactement en fait? Tu veux quoi? Tu veux de l'amour, tu veux de l'affection, tu veux de la tendresse? Demande ce que tu veux clairement,
Maintenant, la personne va te dire, mais moi, je te l'exprime de cette manière-là. Comme quand je te fais ton café le matin avant de partir au travail, c'est ma manière de t'exprimer de l'amour. Essaye pas de remodeler ça. Ouais, mais moi, je veux des fleurs tous les matins avec une omelette au lit. C'est pas sa façon, en fait. Il ou elle peut le faire pour toi quelque temps, après, mais ça va pas tenir, en fait. Si tu bases toute votre relation ou l'expression de l'affection entre vous sur comment toi, tu aimerais que ça se fasse, ça va pas le faire parce que tu vas pas respecter la façon que l'autre a de s'exprimer. Si c'est un manque, là, il y a un problème. Mais si c'est sa façon à l'autre personne de l'exprimer, il faut vraiment accepter ça. Il faut être beaucoup plus tolérant vis-à-vis de ça. Un autre comportement, et là, franchement, toutes les meufs, tous les mecs adeptes de conseils de séduction et tout, vous allez m'entendre, hein, parce que franchement, si vous avez appliqué ces conseils-là et que ça marche pour vous, tant mieux, parce que ça marche, je sais très bien que ça marche. Mais franchement, soyez prêts ou prêtes à maintenir ces standards-là parce qu'ils sont pas faciles. Parce que être sur 131 H24 et montrer un visage tout lisse, tout parfait, c'est du taf. Et si t'as pas cette discipline-là dans ton quotidien tous les jours, si tu t'habilles pas de la manière que la personne t'a vu dans le premier, deuxième, troisième, 10e date, et qu'après tu remets ta capuche jogging et que tu vas plus à la salle et que tu manges McDo tous les soirs, elle est où l'adéquation? Il n'y a pas de mal hein, à vouloir plaire, à se faire bien voir, à vraiment se mettre sur son meilleur jour. C'est aussi des occasions, les dates, de vraiment sortir ses beaux habits, ses belles robes et tout. Ce que je vous dis ici, c'est de ne pas jouer un rôle ou de pas assumer des choses que vous ne pourrez pas maintenir sur le long terme. Vous ne faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas fondamentalement ou que vous vous êtes pas entraîné à devenir. Parce que l'autre personne peut être une motivation pour que vous deveniez meilleur. Il n'y a pas de souci avec ça. Je parle vraiment de gens qui jouent un rôle. Ils prennent un style différent, ils veulent représenter un archétype parce que c'est l'archétype recherché et désiré par la gente masculine ou la gente féminine, mais tu peux pas le maintenir sur le long terme. Et après on s'étonne de finir avec des tartuffes en fait. Tous les efforts que vous mettez dans la phase de flirt ou dans la phase de jeu, dans le début de relation, moi je vous invite vraiment à la maintenir sur le long terme. C'est ça aussi qui fait durer un couple. Et c'est pas fait pour attirer hein, le gars ou la meuf envers vous. C'est fait pour être maintenu sur le long terme. Les jeux de séduction, bien s'habiller pour aller au restaurant, de mettre des dessous sexy, c'est des choses que vous devriez mettre sur votre emploi du temps ultra méga chargé. Hein. Ça compte. C'est quelqu'un avec qui t'es supposé passer le restant de ta vie. En fait, on se met pas avec quelqu'un pour partir. C'est quelqu'un que t'as envie de garder, c'est une relation que t'as envie d'entretenir. Donc pour entretenir le lien, il faut entretenir le désir, il faut entretenir l'attirance physique et il faut maintenir les standards en termes d'efforts physiques et en termes d'efforts envers la personne, en termes d'attention, en termes de gestes, sur le long terme. Et alors, oui, les priorités vont changer, l'un comme l'autre, vous allez avoir des phases où vous allez être occupé, mais ça ne veut pas dire que vous allez plus vous donner le temps du tout, en fait. Ensuite, ça c'est un comportement que je vois très souvent et que je trouve sincèrement assez triste. Hein. C'est le fait que l'un comme l'autre sépare la vie de couple de sa vie quotidienne, sa vie avec ses potes, ses sorties, ses passions. Alors, tu peux te mettre avec quelqu'un avec qui vous partagez pas forcément les mêmes passions, vous n'aimez pas les mêmes choses ou quoi. Moi, je vous invite à vous intéresser un minimum ou au moins à encourager, soutenir la personne dans ses passions. Par exemple, si ton mec, il aime le tennis ou il aime le foot, toi, tu détestes ça, t'es pas obligé de taper tous les matchs avec lui les dimanches, fais ta vie. Mais par exemple, quand il va jouer avec ses potes un dimanche, va juste dans les gradins, tu le soutiens, vous faites un petit repas pique-nique, pourquoi pas à partager. Tu restes juste pour le soutenir, pour être là en fait. C'est pas le fait que tu t'intéresses à sa passion forcément, mais tu t'intéresses à la personne, son bien-être en fait. Et cette passion-là fait partie de son bien-être. Il faut encourager l'autre personne dans ses passions ou dans ses loisirs, même si on les comprend pas, on les partage pas, vous n'êtes pas obligé d'y participer, mais soyez là en support, en soutien. Si vous aimez pas le dessin, vous dessinez comme un pied, et vous voyez votre copine ou votre copain en train de dessiner, un petit bisou, une petite tape sur l'épaule, bravo, j'aime bien ce que tu fais, continue. Un petit soutien ici là, t'es pas obligé de t'asseoir, de regarder tout le portrait ou de dessiner avec, non. Pour tout ce qui est potes, amis, connaissances et tout, vous pouvez avoir par exemple deux styles de vie différents. Tu peux être avec quelqu'un qui est plus extraverti ou qui est plus introverti que toi. T'es pas obligé de jouer un rôle de, si t'es quelqu'un d'introverti, t'es pas obligé d'aller à toutes ces soirées, de rencontrer toutes les personnes, de sociabiliser si c'est au-dessus de tes forces. Mais sois là par exemple pour des soirées qui comptent pour ta partenaire. Je sais qu'il y a des couples où tu n'apprécies pas forcément le groupe d'amis de ta partenaire, du coup
il y a une espèce de séparation qui se passe. Du coup, tu as le couple d'un côté, c'est soit le couple, il passe que du temps en couple, et de temps en temps, il y en a l'un ou l'autre qui fuit, qui va voir une ou un pote à lui occasionnellement. C'est pas grave si ton ou ta partenaire n'aime pas ton groupe d'amis ou quoi, mais autant que possible, essayez vraiment de faire des activités en commun aussi. Essayez de vraiment fusionner vos deux mondes. Vous essayez de construire quelque chose à deux, de créer de la valeur à deux, en acceptant les différences de chacun en fait, les modes de vie de chacun. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout, de tolérer tout, d'aimer tout, mais soyez juste là parce que tout ça, avant tout, fait partie de la vie de ton ou ta partenaire. L'autre erreur qu'on a tendance à faire souvent ici aussi, c'est qu'on pense que être en couple, c'est que des dates, des restos, des sorties, tout le temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important de prévoir ce genre d'activité, mais il faut aussi savoir qu'un couple, c'est aussi un quotidien, c'est aussi une routine, c'est aussi des amis en commun, des events, le travail, les projets, tout ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire merger les deux mondes ensemble et vraiment ne pas confiner l'idée du couple dans la phase de lune de miel, dans vraiment la romance pure. Il faut savoir construire ce quotidien de vie en incluant des éléments de son propre monde, de sa propre vie, en les introduisant petit à petit dans son couple, d'un côté comme de l'autre. Donc c'est pas mon couple, il est là, on se voit tous les dimanches soirs pour aller au resto, et je fais ma vie à côté en fait. J'ai mes potes, je vais en soirée, je vais à mon cours de yoga le vendredi, et oui, essayer de merger un peu ça, de partager ça, pourquoi pas faire ton yoga chez ton mec ou chez ta meuf le matin très tôt, le faire participer, pourquoi pas. Donc c'est ça aussi, cohabiter ensemble, c'est ça, créer un quotidien à deux, en mergeant les deux mondes ensemble, en créant un quotidien de couple qui soit pas vraiment un quotidien de couple boring en fait. Et le plus important dans ce point-là, dans le manque d'implication ou le manque d'intérêt, de curiosité vis-à-vis de la vie de sa partenaire, il va y avoir un manque de conversation engagée, un manque d'intérêt. C'est vraiment triste à dire, mais dans plusieurs couples, on prend vraiment plus le temps de demander à la personne en face comment il ou elle va, comment ça va. Parce que tu fais toujours le même taf, parce que tu as toujours l'habitude à ce que tu rentres à 19h et que tu sois comme ça. En fait, c'est vraiment se conforter dans cette habitude de vie et on oublie que la personne reste une personne avec des émotions, des sentiments, avec un monde extérieur, avec des événements extérieurs. Il peut arriver plein de trucs et il faut prendre le temps de s'y intéresser. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Qu'est-ce qui se passe dans ton monde? Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Donc c'est dans ce sens-là aussi où il faut montrer de l'intérêt, rester ouvert, en ayant des conversations plus intéressées, plus engagées. Comment ça se passe dans ton travail, comment c'était le match, je sais pas, dimanche dernier. On a des conversations sur des trucs très chiants ou très administratifs ou pratiques de la vie quotidienne ou des sujets vraiment de dispute. We need to talk. Il faut qu'on parle, chérie. C'est vraiment que quand il y a un truc épineux où on se dit bah, il faut qu'on parle, mais non. C'est comme avec tes potes, des fois vous vous retrouvez, est-ce que tu vas préparer un questionnaire, des sujets de conversation, est-ce que tu vas voir tes potes juste parce que vous avez un problème? Non, vous allez vous retrouver, vous allez parler de tout et n'importe quoi. Alors oui, si tu habites avec ton ou ta partenaire, vous allez avoir de moins en moins de sujets de conversation, parce que il y a tout qui est sous les regards, mais ça n'empêche pas juste de se poser des questions ensemble, bien, on réfléchit à un truc, qu'est-ce que tu as lu récemment, qu'est-ce que tu as regardé sur YouTube, est-ce qu'il y a un sujet qui t'intéresse? Vraiment, essayer d'avoir des conversations en dehors des conversations du quotidien ou des conversations sérieuses. Et vu qu'on parle de conversation, le point suivant, ça va être la lâcheté. Je ne sais pas comment le dire de manière gentille, mais c'est la lâcheté. C'est de fuir tous les sujets qui fâchent, de faire genre, de garder la face, de tout est beau, tout est parfait. Non, ça va en fait. Parce que tu sais que ça va pas, au fond. Tu sais que ta partenaire est plus distante, est plus silencieuse, elle te montre plus autant d'intérêt et qu'elle fait genre, elle aussi, genre, mais non, ma chérie, machin. En plus, l'instinct féminin, il est ultra puissant dans ça. Donc non, s'il y a un truc, c'est qu'il y a un truc. Et l'un comme l'autre, vous faites genre, non, tout va bien, non, ça va. Parce que vous avez peur, vous savez qu'il y a un truc, et vous avez peur de l'adresser parce que ça peut conduire à une rupture. Est-ce que votre couple est si fragile que ça? Est-ce que c'est une réalité que tu mets sous le tapis? Ou est-ce que c'est un trait de personnalité que tu as ramené dans la relation et t'as jamais questionné? La lâcheté. Je pense que ça va se résoudre tout seul. Il n'y a pas des chasses automatiques, hein. Il faut l'attirer, la chasse d'eau. Donc il faut ce minimum d'effort de « viens, il y a quelque chose, il faudrait qu'on parle ». Il ne faut pas fuir ce genre de discussion par peur que ça énerve l'autre personne ou que l'autre personne nous lâche. Si effectivement vous avez cette peur-là et que vous osez pas confronter votre partenaire par rapport à un sujet qui fâche,
c'est que votre lien n'est pas aussi solide que tu le penses, ou tu n'es pas aussi confiante et solide que tu le penses. Posez-vous les bonnes questions. Évitez de maquiller les problèmes, rassurer, surrassurer et se rassurer soi-même en justifiant les actions de l'autre personne alors que tu sais très bien que ça va pas. Cacher son malaise ou ses suspicions sous de belles paroles ou en dessous de comportements quotidiens parce que c'est ce que tu montres tout le temps de la personne pour la rassurer, genre voilà chérie, mon comportement il a pas changé, je te fais toujours ton café le matin, je te fais toujours un bisou à 7h30 pile donc tu vas rien voir venir. Et ça, c'est entre vous et vous-même, ne justifiez pas la lâcheté. Tous ces comportements-là ne sont que des justifications à la lâcheté. Le seul moyen pour savoir s'il y a quelque chose ou pas, c'est de confronter votre partenaire gentiment, avec courtoisie évidemment, et de voir ce qui se passe. Alors, celui-là, j'ai failli casser mon verre. Je pense que je vais trigger plus d'une d'entre vous. Le self-care, my beauties. Je pense que ça mériterait sincèrement un épisode complet rien que pour ça. Mais je vais en parler très rapidement ici parce que ça a un impact très négatif et très tacite sur le couple sur le long terme. Le self-care ou la culture du self-care, qu'on retrouve beaucoup dans la génération Z et chez nous, les millénials, parce que on s'est réveillés maintenant. Arrivé à la trentaine, on a une crise. C'est vrai, je compte en fait. Il faudrait que je me priorise, il faudrait que je pense un peu à moi. Ma vie, c'est pas que mon travail. On passe un peu tous par cette phase-là où on est dans une phase de il faut que je me concentre uniquement sur moi, il faut du temps pour moi, pour faire mon self-care, pour aller faire mon yoga le soir, pour aller faire mon massage le dimanche, pour faire ma skincare complète le matin et le soir. Tout ça, c'est bien, il faut prendre soin de soi, il faut se donner le temps. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le temps personnel, le me time et le temps en couple ne sont pas forcément deux choses incompatibles ou séparées. Parfois, prendre le temps pour soi peut être fait en couple. Le temps que tu prends pour toi-même, maintenant, on le prend pour soi pour justifier une volonté de pas vouloir s'attacher. On a peur de l'attachement. Pourquoi tu te mets avec quelqu'un si t'as peur de t'attacher ? Sincèrement, pourquoi t'es avec moi en fait ? Attache-toi à moi, y a pas de souci. Parce que je sais que c'est un attachement sain. T'as peur de tes propres démons si t'as peur de t'attacher en fait. Je ne parle pas de codépendance ici. Codépendance, c'est vraiment un vrai problème psychologique. Arrêtez de mettre ce mot sur tout et n'importe quoi. L'attachement est sain dans un couple. Ça fait partie des bases d'un couple qui fonctionne. Vraiment, là, on essaie de travestir la peur de l'attachement derrière des attitudes très indépendantes, très individualistes, du style non, là, je peux pas te voir, j'ai rendez-vous pour mes ongles, après je fais pilates, après je vois ma meilleure amie, non, je suis pas dispo aujourd'hui. Alors oui, t'es pas là pour être dispo pour ta partenaire H24, mais il faut trouver un équilibre. T'es pas obligé de prendre un full day off juste pour faire genre, là je m'occupe de moi. Il faut écouter tes propres besoins, tes réels besoins, parce que le self-care, il est fait pour quoi de base ? Pour te faire du bien. Parfois, ce qui te fait du bien, c'est vraiment de passer du temps avec ton ou ta partenaire. Faites des masques de beauté ensemble, comme les couples coréens, pourquoi pas. Faites des activités ensemble, tu peux faire ta skincare chez lui ou chez elle, c'est quoi le problème ? Prends du temps pour toi uniquement quand t'en as besoin. Quand énergétiquement t'es trop chargé, tu sais que tu vas juste être négatif, t'as juste besoin de temps off. Cet endroit, prends-le. N'essaie pas d'avoir l'air de faire genre je suis indépendante, je m'occupe de moi et tout, contre ta partenaire, parce que ça devient vraiment adverse à la relation au couple. Un couple est supposé être coopératif. Vous êtes supposé être une team. Pas chacun joue pour soi en fait. Si vraiment tu veux prendre ton temps, faire tout de A à Z tout le temps, t'auras fini quoi à 22h, vous êtes tous les deux claqués, votre vie sexuelle, elle va prendre un sacré coup. Le temps, tous les deux, juste à vous faire des câlins, à vous parler, juste un temps où il y a un partage d'affection, d'intimité, il part avec le démaquillant en fait, avant ta skincare, tout ça. Je vous dis pas de pas faire l'un ou l'autre, je vous dis juste de trouver un équilibre et de vous poser les bonnes questions. Pourquoi le self-care est important pour vous ? Qu'est-ce que vous essayez de vous prouver ou de prouver à l'autre personne ? Pourquoi est-ce qu'un couple n'est pas compatible avec ton self-care ? Est-ce que dans le couple, tu as assez d'espace pour toi ? Est-ce que tu as assez de liberté pour pouvoir prendre du temps off pour toi quand on a envie ou besoin ? Et que ce soit pas excessif. C'est les questions que vous devez vous poser. Le point suivant, c'est d'être figé dans des rôles par respect de la tradition de ce qu'une femme ou un homme devrait faire dans un couple et oublier que la personne que tu as en face est avant tout un être humain. Le traitement ou les rôles dans un couple doivent être consentis et établis par les deux personnes concernées dans ce couple-là. Il n'y a pas de règles qui s'appliquent à tout le monde. Et c'est pas une femme fait ça, l'homme fait ça, le truc fait ça. C'est vous qui définissez vos propres règles en fait. Ne prenez pas des standards parce que ça devrait être comme ça, parce que je suis une princesse, c'est lui qui doit payer pour tout le temps. Une femme ne doit pas montrer ses sentiments, un homme encore pire, il doit pas faiblir, il doit pas être vulnérable, il doit pas se plaindre.
c'est des préconceptions qui peuvent détruire le couple parce que l'un comme l'autre va essayer de garder la face et aucun de ces comportements-là n'est authentique. Un homme comme une femme ont le droit à la vulnérabilité, ont le droit de faillir, ont le droit à la faiblesse. Il faut respecter ça. Et il faut privilégier l'égalité et la réciprocité dans le couple plus que ce qu'une femme devrait faire ou ce qu'un homme devrait faire. C'est quelque chose que vous devriez définir entre vous. Si vous êtes d'accord avec ça, si le princess treatment marche pour vous, que l'homme est d'accord avec ça, la femme elle est d'accord avec ça, soit. Ça marche pour vous. Mais ne prenez pas ça parce que c'est l'idéal des couples ou parce que c'est ce que vous rêvez d'avoir et vous essayez de l'appliquer comme ça, tel quel, sur votre couple à vous. Ça va pas le faire en fait. Vous allez oublier la vraie personne derrière le rôle que vous essayez de lui attribuer. Soyez clair sur vos besoins, sur vos sentiments envers l'autre personne. Si vous avez besoin d'attention, d'affection, c'est votre droit. Faut pas avoir honte de ça. Ah, il veut de l'attention. Ah, il va croire que je suis dépendante, que je suis attachée. Non, c'est mon besoin en fait. Si lui il pense ça, c'est son problème en fait. Lui, il a une vision tordue des choses. Parce que moi, je l'exprime de manière honnête et calme. Ça, c'est mon besoin. J'ai le droit de te demander un câlin. J'ai le droit de dire rassure-moi. Parce que je joue pas un rôle en fait. Je suis pas en train de me confiner au rôle d'une femme qui doit pas vraiment montrer qu'elle a besoin d'affection ou elle a besoin d'un câlin ou quoi. Non, en fait. J'en ai besoin, je te le dis. Et ça devrait être pareil de ton côté. Ensuite, le manque de profondeur, et ce point-là, il est très très mal compris, hein, parce que très souvent, on pense connaître la personne en face juste parce qu'on connaît toute sa vie. Je sais dans quel lycée tu es parti, je connais tous tes potes, je connais tous tes loisirs, je te vois vivre dans ton quotidien, donc je te connais par cœur. Non. Tu ne peux connaître la personne que sur la durée, et la vie, comme les traits de personnalité, sont évolutifs, ils ne sont pas figés dans le temps, la personne peut évoluer. Donc tu ne connais pas vraiment la personne juste parce que tu as beaucoup d'informations sur elle ou tu as tout son historique en fait, tu connais tout son vécu. Et ce que ça illusionne aux gens, c'est la profondeur. On a un lien très profond et tout parce qu'on se connaît. C'est pas ça la profondeur. La profondeur, c'est savoir se mettre à nu, s'exposer. Exposer ses traits sombres, sa vulnérabilité face à l'autre personne. De rentrer dans les détails qui font mal, des détails sur lesquels on peut être jugé et recevoir un traitement juste sans se faire juger par l'autre personne. C'est ça, la réelle profondeur dans un couple. C'est une compréhension qui se construit des deux côtés après avoir témoigné une réelle vulnérabilité l'un envers l'autre. Et ça, c'est pas en 2-3 mois de relation que ça se construit. Même si vous avez partagé une histoire de dingue sur une expérience traumatisante, c'est pas ça la profondeur. C'est sur le temps que ça se construit. Donc prenez le temps. Prenez le temps d'approfondir le lien, de creuser dans la personne, de chercher et de la rassurer surtout sur le fait qu'elle puisse vraiment se révéler telle qu'elle et que vous n'allez pas la juger sur son passé. Dans le vécu de chacun, il n'y a pas que les événements. Il y a les raisons, il y a les motivations, il y a les dégâts, les conséquences et il y a le potentiel évolutif. À partir de là, comment je me suis transformée ou qu'est-ce que je peux faire ? Quel choix j'ai pu faire ? Ensuite, comportement suivant, plutôt mindset, c'est le fait de ne pas comprendre ou savoir que l'amour ou la relation est évolutive. Il y a beaucoup de couples qui pensent que l'amour est fini, c'est terminé, il n'y a plus de passion, on s'aime plus comme avant et tout. C'est un jugement un peu trop hâtif qui peut condamner très vite des relations très belles et à tort. Et c'est juste parce qu'on comprend pas que c'est pas l'amour qui a disparu, la passion qui a disparu, elle a juste pris une forme différente. On n'a pas pris le temps de l'observer et de l'apprécier pour ce qu'elle est devenue. Il faut en parler en fait. Où est-ce qu'on en est dans le couple ? Comment on se sent ? Il faut se remémorer à deux. Il faut parler de ce genre de sujet à deux. Parce que ça rappelle à l'un comme l'autre que c'est pas l'amour qui a disparu ou la passion qui a disparu. Alors oui, ça peut être le cas. Des fois, t'as vraiment plus de sentiments quoi. Je parle pas de ce cas. Je parle juste de l'amour qui évolue dans le couple quand on s'installe dans un quotidien, quand l'un ou l'autre change de vie, a d'autres projets, change de travail, tout ça. L'amour ou la relation suit aussi ces changements-là. Ils évoluent avec. Et il faut savoir s'adapter d'un côté comme de l'autre. Et si on renonce à l'adaptation, on renonce à l'idée de changement, on est toujours figé dans l'idéal qu'on a connu au début de relation, on va condamner notre couple ou la relation à l'échec. Ce qui fait un couple qui dure, c'est l'adaptation au changement et la tolérance vis-à-vis de ça. Ensuite, un comportement très récurrent, surtout dans les disputes, c'est le fait de négocier ses émotions. J'ai plus de coca. Les émotions ne se négocient pas, les gars. Les émotions sont faites pour être ressenties. Les émotions sont toujours valides, que tu les comprennes ou pas, parce que t'as pas choisi de ressentir ça. Mais pourquoi t'es en colère, en fait ? Pourquoi tu pleures ? Pourquoi t'es triste ? Et l'autre, il va négocier ses émotions, hein. Il va les expliquer.
Mais je suis en colère parce que tu m'as fait ça, parce que je me sens comme ça, parce que je suis stressée toute la journée. Vous allez rentrer dans des conflits, mais vraiment inutiles, alors que les émotions ne se négocient pas. Il y a un problème, certes, on valide l'émotion d'abord, c'est pas ton intention en fait de mettre la personne en colère ou de la rendre mal à l'aise, on s'excuse par rapport à ça. Il y a toujours quelque chose sur laquelle on peut s'excuser. S'excuser sur le fait d'avoir fait ressentir une émotion négative à la personne ne veut pas dire que tu vas t'excuser d'avoir une opinion différente. T'es pas obligé de te soumettre à l'opinion de l'autre personne, non, vous allez avoir des avis différents, mais l'émotion ne se négocie pas. Ne va pas dire pourquoi t'es en colère, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de faire ça ou quoi. Je m'excuse d'avoir fait sentir comme ça, je m'excuse que tu sois blessé, mais mon intention ou le problème c'est X, Y, Z. On peut discuter que du problème ou des arguments. On ne peut pas appliquer la logique aux sentiments. Les sentiments ou les émotions interviennent pour satisfaire un besoin purement émotionnel. Parce que j'ai besoin d'être rassurée, parce que j'ai peur, parce que j'ai besoin d'affection, parce que j'ai besoin d'attention, parce que je me sens pas comprise, parce que je me sens pas vue, etc. Donc, quand j'exprime une émotion, j'attends une validation de l'autre personne. L'un comme l'autre, hein. J'en ai rien à faire. Qui a raison, qui a tort, c'est quoi le problème en soi? On s'en fiche en fait. Validez déjà l'émotion de l'autre personne. Vous-même qui ressentez l'émotion, ne la négociez pas. Par rapport à mon émotion, qu'est-ce que j'attends de ta part? Je suis en colère, j'ai envie que tu me laisses tranquille par exemple, ou j'ai envie que tu me rassures, j'ai envie que tu me prennes dans tes bras, soit. Maintenant, discutons du problème, séparément de cette émotion-là. L'avant-dernier point, et c'est un comportement qui peut être très très destructeur sur le long terme, c'est le fait de penser qu'il faut toujours être d'accord sur tout pour bien s'entendre ou pour avoir une bonne relation de couple. C'est pas une condition. C'est pas un problème ça en fait. Vous pouvez chacun avoir un avis différent sur un sujet en particulier. Sauf si c'est un sujet où vraiment il faut arriver à un point en commun. Là, ça va être un peu difficile. Par exemple, si vous allez acheter une maison, il faut convenir à une maison. Là, c'est une question de compromis. Mais je parle pas de ça. Je parle plus des avis différents sur un sujet de la vie quotidienne ou d'actualité ou quoi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et le fait que vous soyez pas d'accord ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour vous entendre, en fait. Il faut juste accepter la différence. Accepter que la personne en face ait un avis différent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire de ne pas chercher à le convaincre que ton avis est supérieur. Pose des questions. Essaie de comprendre pourquoi la personne pense telle ou telle chose, pourquoi c'est important pour cette personne-là de croire ça, par exemple. Donc, je respecte ton opinion, et quand je dis je respecte ton opinion, beaucoup de gens font ça. Mais oui, mais moi je comprends, mais je te respecte complètement hein, ton opinion, mais on peut être différent. Et derrière, t'essaies de changer la vie de la personne. T'essaies de négocier derrière. Mais essaie de faire ça, mais essaie de voir les choses. Laisse tranquille. Accepter, respecter la différence veut dire que tu vas plus chercher à convaincre ou à allier la personne à ta cause. Laisse-la tranquille. C'est ça, je respecte et je comprends ta différence. C'est chacun a émis son avis, on en reste là, c'est tout. Et le dernier point est vraiment faites très très gaffe à ça, surtout quand vous êtes à l'aube d'inaugurer une belle histoire d'amour, une relation avec quelqu'un. N'essayez pas de succomber au syndrome du héros, n'essayez pas de faire changer l'autre personne et d'intégrer son chaos. Et je dis intégrer. Chacun arrive dans une relation avec un background, avec des bagages, avec des comportements toxiques des fois. C'est pas à toi de changer la personne ou de la sauver de quoi que ce soit, ni à toi de vivre son malheur à sa place. Faites très attention à ça, surtout les femmes. Hein. C'est vous intégrez beaucoup trop le malheur des autres, vous êtes trop en mode compassion jusqu'à ce que tu absorbes tout le malheur de la personne et que tu le vives à sa place. Son problème lui appartient en fait, son passé lui appartient. Ne prends pas la tristesse de la personne. Quand quelqu'un tombe, il faut que l'autre soit solide. Donc toi, reste lucide. Il aura besoin de ta lucidité, de ta part logique, de ta part objective. Si vous êtes tous les deux affectés, qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'avancera personne. Tu peux être une source d'inspiration en étant toi-même dans ta vie quotidienne, en montrant l'exemple à ta façon, sans vouloir forcément montrer l'exemple ou essayer de convertir la personne à une autre version d'elle-même. Sois toi-même dans ta vie quotidienne, elle sera inspirée par qui tu es et elle changera en fonction. Si elle le décide. C'est comme ça qu'on peut changer les gens en ce qu'ils sont de meilleur, faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux-mêmes, en étant nous-mêmes la meilleure version de soi, avec eux et dans notre vie quotidienne. Et voilà, j'espère que vous avez bien intégré tous ces comportements-là, parce que moi je suis plus dans la prévention que dans la réparation. J'ai pas envie que vous veniez avec des pots cassés. On m'a fait ça, on m'a dit ça. Moi j'aime resservir un autre verre de coca
Merci du fond du cœur pour tous les retours sur l'épisode précédent. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne avec vos partages, vos likes, vos abonnements. Je vous retrouve au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.